Les cyclistes du Tour de France se sont élancés le 5 juillet dernier et arriveront à Paris le 27 juillet prochain. Mais est-ce que cette course mythique est vouée à disparaître ? Entre réchauffement climatique et appétit des multinationales, c'est une question qui se pose vraiment et à laquelle on va essayer de répondre avec toi, Florent. Donc selon toi, Florent, est-ce que organiser une course cycliste de 3 semaines, en plein été, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que c'est encore envisageable ? Alors, c'est envisageable, mais j'ai du mal à croire que... Alors là, pour l'instant, c'est juste un sentiment. J'ai du mal à croire que ce soit possible sans gros dégâts. Si on se projette, aller dans 20 ans, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'article. Pour tout vous dire, on a fait vraiment un article assez long, donc dans Miroir du cyclisme, que vous pouvez retrouver en kiosque. Ouais. On a fait une enquête pour se demander, pour parler de l'avenir du Tour de France, se demander s'il va disparaître, avec plusieurs options, plusieurs questionnements sur l'avenir du Tour. Et le premier, c'est l'impact du dérèglement climatique. Si on se base sur des prévisions, des projections de Météo France notamment et d'autres climatologues, en fait, on aura de plus en plus de canicules. C'est déjà le cas, mais là on nous dit que par rapport à maintenant, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourrait en avoir 2 fois plus. 2 fois plus et des plus fortes. C'est-à-dire qu'on nous parle de températures potentiellement en juillet allant de jusqu'à 50 degrés, y compris dans le nord. Donc dans ces conditions, est-ce qu'on peut mettre 180 coureurs sous le cagnard, faire du vélo pendant 6 heures et, parce que ça c'est un point important aussi, est-ce qu'on peut mettre des spectateurs, des enfants, des personnes âgées et même tout le monde au bord de la route où en fait on se dit on reste comme ça, les coureurs ils vont s'adapter, mais du coup il y aura plus personne il y aura plus grand monde au bord de la route. Et est-ce que un Tour de France sans son public ça reste le Tour de France? Je pense pas. Merci beaucoup au RAID de Valeurs Anarchistes. Bienvenue à tout le monde. Je vous refais un petit programme vite fait. On va parler du Tour de France, on va parler de Miroir du cyclisme, on va parler de l'enquête de Florent à ma droite et de Bruno sur l'extrême droite et ses liens avec les groupes dits d'ultra-droite. Et on reviendra sur la perquisition du siège du Rassemblement National hier. Bienvenue à tout le monde. Donc tu disais avec des canicules, donc c'est à la fois plus souvent, plus longue, et plus forte. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des étapes qui soient annulées à cause du climat ou chamboulées ou décalées ? Est-ce que c'est déjà arrivé à cause du climat ? Oui, alors pas forcément à cause de... en tout cas sur le Tour, pas forcément directement à cause de la chaleur, mais de conséquences du dérèglement climatique, en tout cas on en est à peu près sûr. Il y a une étape très marquante pour ça, ceux qui suivent le Tour de près s'en souviennent forcément, c'est en 2019. On est sur l'antépénultième, donc l'avant-dernière étape du Tour de France. Un peu quand même. Julien Alaphilippe, un Français, est en jaune, à deux jours en jaune, ça veut dire leader du classement général. C'est ça, ce qui n'arrive jamais à 2 jours du Tour de France, même si on se doutait qu'il n'allait pas gagner. Mais là, on a une étape de montagne, on passe 1 col, 2 cols, et en fait, on se rend compte que un peu plus loin sur la route, il y a des éboulements qui bougent complètement. Il y a de la boue, de la caillasse. Vraiment, même une voiture ne peut pas passer, donc un vélo et un peloton encore moins. Peut-être un VTT à la rigueur, mais pas un vélo de course. Et donc là, et encore, je voyais pas, parce que si vous vous souvenez un peu des images, c'était vraiment très, très impressionnant. Donc la course s'est interrompue. Évidemment, il y a des conséquences sportives. Voilà. Donc ça c'est l'exemple le plus flagrant, mais il y en a quelques autres, et surtout ça arrive régulièrement en dehors du Tour de France aussi, sur les autres courses, et il y a parfois des grosses chaleurs avec des conséquences qui peuvent être terribles. En tout cas on a eu parfois très peur. Je crois que c'est en 2022 qu'Alexis Vuillermoz, un coureur français, en fait sous la chaleur à plus de 40 degrés, à un moment il tombe dans les vapes, quoi. Et donc il est ramené en ambulance. Heureusement tout va bien, il doit juste abandonner et puis finalement ça va, mais ça pourrait
potentiellement aller un peu plus loin. Tu parlais des éboulements. J'ai lu dans ton papier qu'il y a la montagne posait des problèmes particuliers. Est-ce que tu peux revenir sur... Parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui se passent en montagne, dans l'école, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la montagne pose des problèmes particuliers au regard du réchauffement climatique notamment ? Alors, il y a deux choses. Déjà, ce que nous dit Météo France, c'est qu'en montagne, le réchauffement, les températures augmentent plus vite. De décennie en décennie qu'ailleurs. Parfois même 2 fois plus vite, jusqu'à 2 fois plus vite. Dans les Alpes et dans les Pyrénées notamment, c'est assez flagrant. Ouais. Donc déjà, la question va se poser s'il fait 40 degrés à 1000 mètres d'altitude sur des pentes à 12%. Voilà, pour l'effort du coureur, il est décuplé. Et là, on a vraiment des gros risques de coups de chaleur ou autres, dont on va peut-être parler après, des risques concrets sur le corps. Donc ça, c'est une chose. Vous ajoutez aussi le fait que... Alors, on dit souvent il y a moins d'oxygène à plus de 2000 mètres. C'est pas tout à fait ça, mais en fait, il y a autant d'oxygène dans l'air, mais la capacité du corps à l'absorber est moindre. Donc, enfin bref, il y a ça, il y a la réverbération de la chaussée qui est plus forte, et donc ça tape encore plus sur le coureur. Donc tout ça fait que le coureur a d'autant plus chaud et de plus en plus chaud dans des étapes de montagne. Et l'autre chose, c'est aussi que, en fait, dérèglement climatique dit gel et dégel de plus en plus fréquent en montagne et une chaussée qui s'affaisse. Et donc, en fait, il y a plusieurs spécialistes qui nous disent, mais c'est quand même pas certain que dans 20-30 ans, les routes qu'on a actuellement, elles soient toujours accessibles. On voit pas trop comment... à ce stade, comment avoir un revêtement qui tienne la route, même sur 50, 60, 70 ans. Donc, est-ce que les étapes de montagne, on les fera sur les terrils du Nord bientôt on n'en sait rien, mais ça, c'est aussi une vraie question et qui est due au dérèglement climatique. Parce que tu parles de la route, en fait, quand ça gèle et que ça dégèle, ça abîme la chaussée, c'est ça le fait que très régulièrement, le goudron soit gelé, dégelé, c'est ça qui abîme la chaussée. Au fur et à mesure, il y a des nids de poules, des machins, et puis au bout d'un moment, c'est de plus en plus impraticable. Ça craque, mais on le voit déjà parfois, des craquements sur la route, ça peut être dû à ça. Tu parlais des températures que subissent les cyclistes. Est-ce qu'il y a une température idéale pour un cycliste, pour un sportif, ou en tout cas une température au-delà duquel ça devient vraiment dangereux de faire du sport ou de faire du vélo ? Ouais, alors il y a plusieurs... tous les scientifiques ne sont pas forcément d'accord là-dessus. Nous, on nous a parlé de température idéale. De mémoire, c'était entre 12 et 16 degrés. Il faudrait que je le retrouve. Mais ça, c'est vraiment l'idéal pour faire du sport, pour faire un marathon ou une course de 150 km sur un vélo. C'est l'idéal. Après, c'est jusqu'où on peut aller. En 2021, il y avait un rapport de la WWF qui nous dit qu'au-delà de 32 degrés, c'est dangereux. Après... Du corps ou de l'air ? Non, de l'air. De l'air, ouais. De l'air. Ah bah non, du corps, si t'es à 32 degrés, c'est effectivement dangereux, mais pour d'autres raisons. Je suis pas médecin. Donc oui, ça c'est pour l'air. Oui, après, la question était débile, je me suis rendu compte après. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que les sportifs de haut niveau, déjà, ils s'entraînent à résister à ces fortes chaleurs. Et en fait, tout le monde n'est pas égaux face à la... Tout le monde n'est pas égal, face à la chaleur. Et donc, ce que font déjà les équipes, c'est que en cyclisme, on parle beaucoup de gains marginaux, c'est-à-dire, je sais pas, ceux qui ont regardé le contre-la-montre hier, ils ont vu qu'il y avait des casques énormes, profilés, des combinaisons tip-top, et vaut mieux avoir le maillot de son équipe plutôt que le maillot jaune ou le maillot à pois, parce que c'est plus aérodynamique. Ça, c'est pour gagner 1 centième, 1 dixième de seconde, et peut-être un peu plus. On appelle ça des gains marginaux. Et en fait, la résistance à la chaleur, il y a 10 ans, ça faisait partie des gains marginaux. Maintenant, les équipes nous disent tous, non, là c'est primordial, ça fait partie des premiers critères. C'est comme l'endurance. Il faut un coureur, s'il veut aller loin, s'il veut gagner un Tour de France, il est obligé de bosser sa résistance à la chaleur. Donc, il y a et là, on a un petit peu, on pointe déjà un petit peu des inégalités entre des équipes qui ont des budgets énormes parce qu'ils sont adossés
par exemple sur des États, et d'autres, les gros budgets, ils peuvent se payer ce qu'on appelle des thermo training rooms, où en fait ils s'habituent à rouler à 35 degrés, et le corps, lui, comme nous, on a pu le voir aussi nous-mêmes pendant les canicules il y a 10 jours, à 32 degrés le premier jour, c'est très dur. Au bout de 4 jours, on commence un peu le corps s'adapte. supporter. Le corps s'adapte. Et donc, il y a moins de risques de malaise, tout ça, quand il s'adapte. Mais il y a quand même des limites à pas atteindre. Donc tu dis que les équipes maintenant s'entraînent et font de l'adaptation à la chaleur un des éléments principaux de l'entraînement des cyclistes. Et comment ça prend forme? Est-ce que c'est genre ils sont dans une roue qui chauffe et là ils sont vraiment dans des salles à 35 degrés et ils courent sur un vélo. Alors ils courent sur un vélo. On appelle ça courir. Ça me fait rire. Ils pédalent pendant des heures. On est en décembre, mais on te met dans une pièce très très chaude parce qu'on peut pas aller justement dans des endroits très chauds à cette période de l'année. Et donc voilà, l'objectif c'est toute l'année, on est habitué à rouler à 35 degrés. Je vais dire kilomètres/heure aussi, mais à 35 degrés. Et du coup, c'est quoi les risques principaux? Parce que il y a effectivement d'être exposé de temps en temps à des fortes chaleurs, mais comme ça, de s'entraîner plusieurs jours à des très fortes chaleurs, c'est quoi les risques pour le corps? Alors peut-être les risques ponctuels, donc tu en parlais tout à l'heure, des malaises, des évanouissements, mais est-ce que sur le métabolisme, c'est pas aussi un peu compliqué Alors, ce qu'on peut faire, c'est expliquer peut-être déjà pourquoi c'est un risque en fait concrètement la chaleur, même si ça paraît évident, mais que concrètement ce qui se passe, c'est que donc plus il fait chaud et en plus si on est en effort, notre température interne, qui est de 37 degrés normalement, et non pas 32, augmente. Et en fait, plus elle augmente, plus nos capacités physiques vont baisser jusqu'à un point où il peut y avoir justement un malaise ou pire. Pire, c'est-à-dire genre un arrêt cardiaque. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur en fait. Ah oui. Mais je vais y venir. En fait, ce qui se passe, c'est que pour réguler notre température interne, qu'est-ce qu'on fait? On transpire. Et en fait, donc notre corps a de moins en moins d'eau parce qu'il transpire. Il a de moins en moins de sang, déjà parce qu'il a moins d'eau, et aussi parce que le sang afflue vers la peau pour transpirer. Donc, notre corps a moins de sang, donc il ne peut plus alimenter autant tous nos organes. Donc, ce qu'il va faire, c'est en priorité, il va, on pourrait dire, jeter, enfin, il va couper, entre guillemets, ou réguler l'alimentation vers le système digestif. Ce qui explique pourquoi il y a des vomissements quand il fait chaud et qu'on court très vite. On apprend plein de choses aujourd'hui sur le corps humain. Et ensuite, ça va se répartir. Par exemple, il va diminuer son afflux de sang vers les muscles, ce qui explique pourquoi les performances sportives vont diminuer plus il fait chaud. Et après, s'il manque toujours de sang, ça peut aller plus loin, y compris jusqu'au cerveau. Et là, ce qu'on appelle vraiment dans médecine un coup de chaleur, c'est quand la température interne explose au point de presque couper le cerveau. Ah oui. Et donc là, les conséquences que ça peut avoir, enfin, il peut y avoir des conséquences irréversibles. Il y a des lésions, des choses comme ça, voilà, comme qui pourrait s'apparenter à un AVC, même si c'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, voilà. Oui, c'est Florent Leduc qui est à côté de moi, journaliste dans la rubrique politique, mais aussi spécialiste du Tour de France. C'est une hyperthermie. Alors là, je ne connais pas les mots scientifiques. C'est ça? Hyperthermie, donc très chaud, plus chaud que la température qu'on devrait avoir. Et ce qui est quand même, régulier en fait, nous tous, si on va courir vite, même s'il fait pas chaud, en fait, on sent que notre corps chauffe. On est en hyperthermie, mais jusqu'à nous, on a un spécialiste qui explique que les cyclistes professionnels, s'ils poussent à 38-39 degrés, ça va. Peut-être que ses performances vont un petit peu diminuer, mais ça fait partie presque de son quotidien. À partir de 40, là, ça peut être dangereux. Encore une fois, selon les coureurs, mais
ça peut l'être. Tu parlais aussi des spectateurs, parce que pour faire le Tour de France, il faut évidemment des gens qui font du vélo, mais il faut aussi des gens qui regardent et pas que à la télé, des gens qui... C'est plus, c'est un plus peu la même triste. chose. Est-ce que les spectateurs aussi, du coup, sont en danger avec cette montée de température? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de spectateurs au Tour de France tellement il fait chaud? Après, là, forcément, alors, je trouve que c'est pas un point qu'on a forcément développé là dans l'article. Tout simplement parce que en fait, ça paraît évident. Là, si on avait eu le Tour de France, c'était quand il y a 10 jours, juste avant que le Tour commence, quand il faisait 38 degrés dehors, en fait, qui va aller se mettre au cagnard, attendre que la caravane passe, ensuite attendre 1 heure qui est les premiers vélos, et puis on sait que même si c'est une super fête, qu'il se passe plein de choses, qu'il y a pas que c'est pas que attendre 4 heures qu'un vélo passe 1 seconde, hein. Mais quand même, il y a plein de gens, il y aura plus que les passionnés acharnés qui arrivent à avoir plein de ventilos, je sais pas comment. Enfin, ça paraît impossible d'avoir ces foules-là s'il fait 38 degrés tous les jours. Merci pour les abonnements. J'ai plus les noms, mais merci beaucoup à vous de vous être abonnés. Je vois des questions sur le bilan carbone, etc. On va y venir. Je pense qu'on va y venir même tout de suite. Peut-être avant de venir sur vraiment le problème réchauffement, enfin, est-ce que le bilan carbone du Tour de France est bon ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des protocoles qui sont prévus pour que le Tour s'adapte? Est-ce qu'il y a des solutions qui commencent à être envisagées? Je sais par exemple dans l'article vous dites qu'il y a quelques années, au moment du Covid, le Tour avait été décalé. Ouais, alors c'était... pour le coup, rien à voir avec les chaleurs, mais ça montre que c'est possible. Ouais. Ouais. En fait, oui, la grande question, une fois qu'on a dit que bientôt, enfin même déjà en vérité, c'est déjà dangereux pour les coureurs et ça le sera encore plus. La question après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que et pour l'instant, la réponse d'ASO, donc Amaury Sport Organisation, qui organise le Tour, qui est l'organisateur du Tour de France. Amaury, c'est le groupe auquel appartient l'équipe également. ASO, qui est vraiment très très puissant dans le monde du vélo, quasi surpuissant, mais on y reviendra peut-être après. Pour l'instant, ils font l'autruche. Nous, quand on les a contactés, finalement, ils n'ont pas voulu nous répondre. La seule chose qu'ils nous ont répondu, c'est l'UCI. Donc l'UCI, c'est la Fédération internationale, pour le dire rapidement. L'UCI a un protocole. Oui. Nous, on le respecte et voilà. Et donc, c'est assez... J'étais très surpris d'avoir cette réponse d'ASO. Vraiment l'impression qu'ils s'en fichent et puis que... on trouvera une solution le moment venu, alors qu'il s'agirait quand même d'y penser. Et puis le moment commence à venir, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, ce que fait donc le protocole de l'UCI, il y en a un qui existe, mais qui, en fait, est assez flou. Il nous dit que, grosso modo, il nous dit que s'il y a des températures extrêmes ou des éboulements, on peut arrêter la course, quoi. Merci. Voilà. Bien joué. C'est un petit peu plus précis que ça, mais c'est pas non plus contraignant, enfin, pas formellement. Donc c'est insuffisant. En tout cas, on pourra pas se satisfaire de ça pour les 20 prochaines années. Donc après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait, et il y a plusieurs pistes qui peuvent être envisagées. Je sais pas si tu veux qu'on... Ouais, carrément. Il y a effectivement, moi j'ai lu qu'il y a de décaler les horaires du Tour pour le faire plus tard, voire un peu la nuit pour qu'il fasse moins chaud, voire décaler de périodes dans l'année. Est-ce que c'est des solutions qui sont envisageables, et c'est quoi est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Il y a plusieurs choses. Une, pour commencer, qui est peut-être un peu surprenante, dont moi que j'avais jamais entendu parler avant de discuter avec Frédéric Grapp, qui est lui un scientifique du sport, hein, à la base, et qui travaille pour l'équipe cycliste Groupama FDJ. Et pour lui la solution, alors je vais dire à court terme, mais en fait pas forcément. Lui, c'est presque individuel, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il propose, c'est que chaque coureur, avant le début d'une course, ingère une capsule, ça existe déjà, une capsule qui mesure la température interne. Wow. Et dès que cette capsule elle atteint, dès qu'on atteint 40 ou 41, une jauge, un seuil qu'on fixe, estime que c'est trop risqué après, le coureur il est hors course. Ah ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pas un peu inégal, suivant la composition de chacun, l'organisme de chacun? C'est ça. C'est qu'il y a des gens pour qui arriver à 40, en fait, ils le sentent même pas, et eux, ils peuvent continuer.
d'autres qui déjà à 39 ça peut être plus dangereux pour eux. Donc bon, est-ce que c'est une bonne solution? Moi je trouve qu'elle est en tout cas intéressante. Est-ce qu'elle peut se coupler à d'autres choses? Bon, il y a ça, et après celle qui paraît la plus évidente, c'est d'arrêter de faire des courses qui ont lieu entre midi et 17h le mois de juillet, c'est-à-dire les périodes vraiment les plus chaudes de l'année, quoi. Donc ce qui pourrait être envisageable, c'est dans un premier temps décaler uniquement les horaires. Ce qui a déjà été fait dans quelques courses, notamment dans les championnats nationaux qui ont eu lieu le week-end avant le Tour, là où vraiment il y a eu des canicules. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus dans quel pays, mais on l'a fait. Alors, on le fait plus pour l'instant pour les courses de femmes. Parce que en fait, l'enjeu derrière, c'est les droits télé. En fait, c'est tout comme d'hab, on a un peu l'habitude sur cette chaîne Twitch, mais c'est toujours le pognon qui règne, quoi. Et donc, en fait, les télés, pour l'instant, elles veulent pas qu'une course elle ait lieu entre 8h et midi. Mais pourtant, je me pose la question. Ah oui, 8h du matin. Ouais. Ah oui, parce que moi je me disais, si c'est décalé le soir, prime time, là, 6h, 18h, 20h, peut-être que ça peut... Là, ça peut, ça peut être un peu plus intéressant. En sachant que avec les canicules qui augmentent, les températures de nuit vont aussi moins baisser qu'avant. Voilà. Donc il y a deux choses. Là, le matin, pour l'instant, ça nous semble à peu près évident que les... pas de procès d'intention, hein, mais bon... que les télés freineraient, et ça a déjà été le cas dans certains championnats nationaux. Tu veux dire qu'ils ont déjà tenté il y a 10 jours. C'est-à-dire, alors je okay. sais plus si c'est aux Pays-Bas, non, je vais pas dire de bêtises, je sais plus exactement. Un pays où il faisait très très chaud il y a 10 jours. Et donc on se dit le championnat national pour les filles et pour les garçons, ils peuvent pas, c'est compliqué de les faire en plein cagnard. Et puis finalement on a dit les filles on les fait partir à 7h du matin, et comme ça elles arrivent à midi, et pour eux les télés c'est pas grave, de toute façon ils s'en foutent. Oui, de toute façon, et finalement les gars on les a décalés d'une petite heure, voilà. Et en fait donc là on voyait bien que, je crois qu'ils l'ont même dit, hein, que c'est c'est vraiment les télés qui autorisent ou non à changer les horaires. Et après si on le fait le soir, par exemple, on fait partir, une course, ça dure entre 4-5 heures en moyenne. On la fait partir à 16h. En fait, il ne faudrait pas que ce soit après, parce que sinon, il y a la tombée de la nuit. Et qu'est-ce que tu fais si c'est pour foutre des éclairages partout? C'est peut-être pas la meilleure solution non plus. Après, en juillet, le soleil se couche à 22h. Oui, c'est ça. Donc, on peut pousser peut-être à 17h. Mais après, en fait, donc pareil, on voit qu'il y a cette solution-là. Là, je me remets dans la peau du journaliste, on voit qu'il y a cette solution-là. On repasse un coup de fil au climatologue qui nous disent ok, mais dans 10 ans, en fait, il fera aussi chaud. Donc, c'est repousser le problème. Mais après, pourquoi pas? Si on estime dans 10 ans que la seule solution pour que le Tour de France continue d'avoir lieu en juillet, c'est de faire les courses le matin ou le soir... Personnellement, si je me place juste en tant que passionné de vélo, moi, ça me va. Mais par contre, il faudra penser au coup d'après. Et le coup d'après, ça peut être, finalement, on le fait en mars. On le fait en octobre. Ça sera un bordel parce que du coup, toutes les courses, en fait, voudront avoir lieu en même temps. Mais bon, le Tour sera toujours prioritaire. Je vais écrire dans le chat dire mais faire une course en mars, en tout cas pas pendant l'été, on va perdre le public, à la fois au bord de la route et puis aussi à la télé, parce que les gens ils sont aussi en congé l'été, etc. Et puis c'est un peu devenu une institution, presque un rite, que le Tour de France c'est l'été, c'est les après-midi dans son canapé à comater parce qu'il fait trop chaud. Donc est-ce que c'est envisageable? C'est les enfants qui n'ont pas école et qui peuvent aller voir le Tour. Enfin, y a une phrase de Cyril Guimard qui était le directeur sportif de Bernard Hinault, de Laurent Fignon, qui lui-même était un grand coureur. Enfin, c'est presque une légende du cyclisme français. Qui lui, il avait cette phrase, il dit le Tour, le mois de juillet, les congés payés, même si le Tour a existé avant les congés payés, il dit c'est indissociable. Et inversement, on ne peut pas penser le Tour de France sans le mois de juillet, et on ne peut même pas penser le mois de juillet sans le Tour de France. Ah ouais. Bon, pour un passionné de vélo, mais même je pense que pour les gens qui s'en foutent un peu du Tour, en 2020, ça a fait bizarre à beaucoup de gens. Parce qu'en 2020, c'était au moment du Covid. Donc à cause du Covid, on a dû le déplacer. C'était en mars. En septembre. En septembre.
J'ai bien révisé. Parce qu'en mars, on a eu du Covid. Ah oui, c'est au moment où ça a commencé. Non, mais en mars 2020, après, ouais, non, ça tient pas, ça tient pas. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je sais plus. Mais oui, enfin sur le côté, sur le côté le tour, le tour en mars. Juillet, ouais. En fait, ça sera plus vraiment le Tour de France. Et c'est un peu ce que dit l'article sur la question, c'est le Tour de France va-t-il disparaître ? Probablement pas ou probablement pas tout de suite. Ouais. Mais est-ce que le Tour tel qu'on le connaît va disparaître ? Ça, il y a de très grandes chances, quoi. C'est de cet article-là dont tu parles. On reviendra un petit peu après sur dans quelle revue il a été publié. Je voyais aussi une question dans le chat. Oui, non, je reviens un peu plus tôt. Quelqu'un commençait à parler du bilan carbone du Tour de France et des impacts écologiques. Moi, j'ai notamment vu un truc dans le papier qui m'a un peu interpellé. C'est le fait qu'il y ait des camions citernes qui balancent de la flotte sur le goudron. Ouais. Alors moi, je regarde pas le Tour. Je me dis putain, dans des périodes de canicule, de sécheresse, où le Tour de France traverse des régions qui sont en restriction d'eau, etc. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a des centaines de litres d'eau qui sont balancés sur le goudron. Alors, ouais, ça c'est sur toute la durée du tour. Je veux juste. Oui. Je suis un peu alarmiste, c'est exprès. Il faut qu'il fasse autrement. Oui. Après, il y a eu un peu des fake news autour de ça aussi. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des camions qui passent sur toutes les routes pour balancer plein d'eau pour que la route soit très bonne. L'eau, elle est surtout utilisée pour du nettoyage, du balayage, donc c'est pas si gros, mais c'est quand même, c'est quand même des centaines de litres d'eau qui sont déversés, sur lesquels pour le coup ASO dit qu'ils ont déjà un petit peu changé ça. Il y a quand même des efforts qui sont faits par l'organisateur. Bon, beaucoup d'efforts dans la communication aussi. Oui. Ils savent faire. Mais bon, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. La grosse question, souvent, c'est la caravane. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle la caravane, en fait, il y a plusieurs sens à ce terme-là, mais grosso modo, si on parle de caravane publicitaire, c'est tous les véhicules qui passent avant les coureurs pour balancer un bob cochonou, un maillot à pois, etc. Ça, par exemple, il y a des petites adaptations. Il n'y a plus le droit de donner des choses, des objets à usage individuel. Ou en plastique, emballé de plastique ou des trucs comme ça. Ouais. C'est ça, des petits trucs comme ça. On essaye un petit peu de limiter le nombre de véhicules, mais ça, il va falloir aussi qu'il fasse un coup d'accélérateur là-dessus, parce que là, il y a quand même ce souci de... c'est quand même la course. Moi j'étais gamin, en fait, je voyais le Tour de France, j'avais envie de faire du vélo après toute l'année, et y compris pour mes déplacements ensuite. Et voilà. Donc je pense que ça doit être un promoteur de l'usage du vélo. Ouais. Et en fait, on utilise plein de bagnoles pour faire ça. Et donc plein de pollution, il n'y a pas que la bagnole. Machin. Et donc, bon, ça, c'est un effort qui doit être fait. Même si il faut quand même dire qu'on a parfois tendance à un peu exagérer sur l'impact écologique du Tour, qui n'est pas génial, qui n'est pas non plus si énorme si on compare à d'autres à d'autres événements sportifs, c'est loin d'être le pire. Peut-être avant de parler de miroir du cyclisme, je voulais quand même qu'on revienne, parce que là on a beaucoup parlé des enjeux écologiques, environnementaux, la chaleur, la canicule, mais il y a un autre enjeu, une autre question qui se pose quand on pose la question le Tour de France va-t-il disparaître, c'est l'appétit des multinationales. Je crois que c'est comme ça que vous l'avez écrit. Tu parlais notamment de ASO, donc je rappelle ASO, Amaury Sport Organization, c'est l'entreprise qui organise le Tour, une très 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 grosse entreprise, très influente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, et c'est quoi les négos, et c'est quoi les bails entre les différentes équipes, entre les différentes entreprises, et pourquoi ça pourrait mettre en danger le Tour? Ouais, alors... par où commencer? C'est ça. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'on est de plus en plus, c'est vrai, au moins depuis Bernard Tapie dans les années 80, hein, mais qui avait racheté, qui avait monté une équipe autour de Bernard Hinault pour gagner tout de suite et qui augmentait les salaires des coureurs de x10 de certains coureurs. Bref, là, on a une deuxième étape depuis une dizaine d'années. Autour de ce qu'on appelle les super teams, c'est-à-dire que il y a des équipes dont les budgets sont 10 fois supérieurs à certaines même bonnes équipes, comme si on prend au niveau français comme la Groupama FDJ, et donc qui écrasent tout.
Rien que sur le Tour de France, on a eu ce qu'on appelait les années Sky, donc l'équipe Sky qui s'appelle Ineos maintenant, qui gagnait tout avec Froome, Thomas et Bernal. Ensuite, depuis 2020, donc juste après la dernière victoire de Sky, c'est que des batailles entre l'équipe UAE et l'équipe qui s'appelait Jumbo, donc l'équipe des Émirats Émirats Arabes Unis. Et l'équipe qui s'appelait Jumbo, qui est Visma Lease a Bike maintenant. Jumbo comme le dessin animé? Non, rien à non. voir. Non, ce serait beau. Mais et donc, je sais pas, mais tu parles de Dumbo du coup ou... Non, mais il y a pas un truc qui s'appelle Jumbo aussi? Non, je sais pas. Bon, peu importe. Dites-nous dans le chat, parce que moi je vois pas par l'éléphant aux grandes oreilles. Mais en tout cas, donc ils s'appellent Visma Lease a Bike. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est des énormes budgets, et donc ils s'accaparent tous les coureurs un peu comme un foot. Mais là, c'est encore plus le cas. Par exemple, si on prend l'équipe UAE là, cette année sur le Tour, il y a au moins 3 coureurs qui sont capables de faire podium du Tour de France. Et alors qu'il y a sur 20 équipes 15 ou 16 qui sont incapables de faire un podium sur le Tour de France. Donc c'est-à-dire que les équipiers de Pogačar et Vingegaard, en fait, ils sont juste en dessous dans la hiérarchie. Normalement, il y a 15 ans, c'était pas des équipiers, ces équipes-là. Donc ça fausse tout. Et la deuxième conséquence, c'est que c'est des équipes donc, qui sont puissantes, qui ont de l'argent et qui ont de l'appétit. En fait, pour l'instant, ces équipes, elles se reposent que sur le sponsoring et gagnent assez peu d'argent avec les courses. Le Tour de France, lui, écrase tout, même le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, ça n'a rien à voir en termes de recettes publicitaires et surtout de droits télé. Et en fait, elles gardent pratiquement tout. ASO garde pratiquement tous les droits télé. Il y a très peu de redistribution vers les équipes, encore moins vers les coureurs. Donc tu veux dire, donc c'est l'entreprise qui organise, qui vend les droits de sa course aux chaînes télé, et l'argent qu'elle gagne, elle le garde pour elle, elle le redistribue pas envers les équipes, les coureurs, Non. Alors après, ce qu'elle met en avant, et ce qui est vrai, c'est que ça lui permet aussi d'organiser des courses plus petites. ASO a beaucoup d'autres courses qui sont pour le coup déficitaires, donc ça permet de compenser. Et tant mieux que ces courses-là continuent d'exister. Après, voilà, c'est dans la com d'ASO, c'est très très mis en avant. En vérité, il y a peut-être un moment, il va falloir qu'ils partagent aussi, parce que là, les grosses équipes dont on parlait, les autres aussi, mais les autres n'ont pas le même rapport de force. Les grosses équipes, là, commencent à se dire, ok, on met de l'argent de tout pour notre image de marque. Tant qu'il n'y a pas de scandale de dopage, c'est bien. On est connu, on commence à être connu dans le monde et tout, mais à un moment, il faut peut-être que ce soit lucratif aussi notre affaire. Donc comment on fait? Et en fait, il y a plusieurs options qui sont possibles, notamment de créer, pour ceux qui suivent pas le vélo mais qui suivent un peu le foot, on peut faire un parallèle avec la Super League. Donc en fait, des équipes qui se disent ok, la Ligue des Champions c'est bien, mais nous en termes de revenus ça nous suffit pas, parce que en fait notamment les droits télé sont pas suffisamment reversés et l'UEFA en garde trop. Donc on va faire notre ligue. L'UEFA, la FIFA a dit on s'en fout, on fait entre nous. C'est les clubs qui décident ça entre eux? Ouais, donc là il y a eu plusieurs scandales. À un moment c'était lancé, et puis finalement en fait tous les supporters ont gueulé, et il y a un recul, mais ça revient et probablement que ça se fera un jour. En fait, l'idée c'est que les grosses équipes, mais qui en fait sont les grosses puissances financières, prennent la main sur les compétitions elles-mêmes. Les organisent et donc récolte les fruits financiers. Donc là, on pourrait avoir un gros projet qui est déjà un petit peu à l'étude. Ce serait faire un circuit. Alors je vais beaucoup utiliser le mot circuit, mais en gros, un peu comme un championnat à l'année, avec plusieurs courses réparties dans le monde, parce que pareil, pour des raisons financières et de vendre son produit dans le plus de pays possible. Donc il y aurait une course ou une semaine de course en Chine, en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord,
un circuit à Las Vegas, machin, et potentiellement là-dedans aussi des circuits fermés, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la campagne, entre deux villes, machin. Non, on fait un circuit un peu comme en Formule 1, évidemment un peu plus grand, mais avec voilà, une boucle de 5 km qu'on fait tout le temps, et des tribunes payantes. Voilà, ça c'est des choses qui déjà sont envisagées. On est encore dans le stade de projet, et leur objectif, c'est que à terme, ces équipes-là qui ont les meilleurs coureurs du monde disent maintenant nous on fait que ça. Oui. Le Tour de France, on fait plus le Tour d'Italie. On le fait pas, et donc le Tour de France sans les meilleurs coureurs, qu'est-ce qui reste? C'est compliqué. Pour l'instant, on en est loin, parce que là, à ce stade, les équipes ont plus besoin du Tour de France que le Tour de France a besoin des équipes. Mais c'est une tendance qui commence un peu. En fait, le rapport de force là commence à s'équilibrer. Et pareil, le Tour au ASO, pour l'instant, ils disent non, nous ça va, on va continuer à faire notre truc, voilà, politique de l'autruche. Et il y a vraiment ce risque-là. Et l'autre risque, c'est qu'il y a un rachat. Typiquement, si on prend d'exemples avec d'autres sports, il y a la Coupe Davis qui a été rachetée par ce cher Gérard Piquet. Qui décide que en fait c'est chiant le tennis là, c'est trop long, 3-7 et puis réparti sur toute l'année, donc on va faire des nouveaux formats, on va tester des trucs, et puis on va faire la Coupe Davis sur un week-end ou une semaine, je sais plus. Et en fait il a tué la Coupe Davis. Maintenant tout le monde s'en fout, alors que je pense que personne regarde la Coupe Davis, alors que c'était vraiment un gros événement. Comme le Roland-Garros, Wimbledon, ça faisait partie des grandes compétitions. Voilà, c'est que justement il pouvait y avoir plus grand ou au moins si grand au tennis, ce qui n'est pas le cas du Tour de France. Mais voilà, c'est pas impossible. Nous, c'est dans l'intro, c'est ce qu'on dit. À un moment, on part un petit peu dans une dystopie. Oui. On dit voilà, le Tour de France finit par être acheté, relégué en simple étape. Il s'appelle désormais le Royal Gulf Banks Tour de France. Et voilà, c'est une étape d'une Coupe du Monde, d'une Coupe du Monde qui sera organisée par les grosses équipes. Grosses équipes, je précise, qui sont pour la plupart soit liées à la pétrochimie, comme Ineos, Total, qui est un fabricant de plastique. Alors Total, qui est une petite équipe pour le coup, mais on voit que dire une petite industrie. Non, mais en fait Total met pas de budget, un gros budget sur son équipe cycliste, mais c'est le cas. Et en fait, il y a plusieurs là. Donc souvent, c'est soit pétrochimie, soit un État souverain, donc pour son soft power. Les Émirats Arabes Unis, on en a parlé. Il y a l'Arabie Saoudite avec l'équipe Jeko Alula. Il y a Israël.